C'est ici ma maison natale. Toute la famille est née dans cette maison, qui est aussi la maison natale de l'abbé Durand. L'abbé Durand, c'est mon grand-oncle, c'est l'oncle de mon père. J'ai toujours dans cette maison vu l'image, la photo de ce grand-oncle. C'est le portrait d'un homme très confortablement installé à son bureau, d'un prêtre déjà, bien entendu, puisqu'il est en habit. Et il a trôné dans la salle à manger tout le temps de mon enfance. Cette image m'impressionnait beaucoup. J'ai demandé très tôt à mon père de qui il s'agissait. Il m'a raconté sa vie, bien qu'il ne l'ait évidemment pas connue. Il est né en janvier 1885. Il a fait ses études au petit séminaire de Brive, puis il a obtenu son baccalauréat, puis au grand séminaire de Tulle. Ensuite, il est allé à l'Institut supérieur catholique de Toulouse. Et il est donc diplômé de la faculté de Toulouse en théologie, en lettres classiques. Ensuite, il a été nommé à l'école privée catholique La Cabane à Cublac, laquelle est l'ancêtre de l'école Bossuet privée catholique qui existe toujours aujourd'hui à Brive. Il a été mobilisé dès le début de la déclaration de la guerre, en août 1914. Dès sa mobilisation, il a exercé la fonction de magasinier. Il souhaitait avoir une mission plus humanitaire, plus humaine. Il a demandé à être infirmier, ce qu'il n'a pas pu être, et il a finalement été brancardier. Et depuis ce jour-là, il a écrit des lettres quasi quotidiennes, l'une à ses parents et le lendemain à sa cousine Léonie de Bétail, à laquelle il était très attaché également. Et d'ailleurs, nous avons conservé tous ces documents, des cartes postales, des photos, des croquis, et nous avons archivé tout cela. Il a donc écrit quotidiennement, quasiment quotidiennement, et nous avons archivé ici 378 lettres. Des lettres écrites, on le voit dans des conditions assez difficiles parfois, puisque quand elles sont écrites au crayon, on comprend qu'il était en mouvement, et quand elles sont écrites à la plume, on s'aperçoit finalement que c'est quand il était en cantonnement. Avec ces lettres, on reçoit aussi des photos qui ne sont pas faites par lui-même apparemment, puisqu'il est la plupart du temps sur les photos, mais qui témoignent bien de la vie quotidienne, dans les cantonnements notamment. Il joint aussi des cartes postales qui illustrent la vie militaire, la vie de la guerre, et puis il fait aussi des croquis, ce qui est très intéressant, des croquis des tranchées, qu'on peut retrouver dans ces lettres et qui sont tout à fait encore lisibles. Parfois, il avait des difficultés à écrire, parce qu'il ne pouvait pas dire ce qu'il avait envie de dire pour raison de censure. Comme je ne puis guère vous parler en ce moment de ce que nous faisons actuellement, je vais vous raconter notre voyage en commençant par le commencement. Comme les événements seront ainsi assez éloignés dans le passé, je crois que je ne risquerai pas de commettre d'indiscrétion. Ma vie est beaucoup plus douce depuis que je suis au brancardier. Voici par exemple comment s'est passée ma journée d'hier. Le poste des brancardiers est établi en arrière de la ligne de feu. Nous sommes dans un bourg comme Quessac et la ligne de feu est à peu près à la distance de Quessac à Bétail. Tout à l'heure, j'ai été interrompu par une bordée d'obus. On court au galop se mettent dans les tranchées. Seconde interruption. Un blessé à la deuxième. Nous sommes allés le chercher à sa tranchée. Il a la poitrine percée d'une balle. J'ai bien peur qu'il ne soit perdu. Je lui ai offert d'écrire à sa famille qu'il était blessé. Il m'a dit qu'il n'avait personne au monde. Je lui ai demandé s'il voulait voir l'aumônier. Il m'a dit qu'il verrait. Décidément, la journée est mauvaise.
Il a participé à la bataille de la Marne. C'est un peu dur pour traîner la brouette porte-brancard dans la boue. Nous avons comme colonel un chef excellent, le colonel Laporte. C'est un homme doux, froid, d'un jugement très sûr, ménager du sang de ses hommes. C'est de plus une conscience très religieuse et très élevée, quoique protestant. Son régiment a été envoyé sur le front de la Somme. Mon ancienne compagnie fut héroïque. Elle s'élança dans la tranchée ennemie et l'occupa. Malheureusement, les Allemands eurent le temps de se reprendre avant l'arrivée des renforts, et ils récupérèrent leurs tranchées. Cette compagnie a été écrasée. Il ne reste plus qu'un sergent et une quarantaine d'hommes. Il a naturellement, comme des milliers d'autres, été envoyé sur le front de Verdun. Quelqu'un a entendu une voix qui venait de dessous la terre. Nous n'avions pas d'instrument. Nous nous sommes mis à gratter avec les doigts. J'ai fini par lui trouver la tête et par lui introduire la main devant la figure. Une fois qu'il a pu respirer, il a pris patience. Et nous avons fini par l'arracher à 4 comme un poireau. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter la qualité littéraire de ses lettres. D'abord, il écrit très très bien, et il a un pouvoir d'évocation qui est très très intéressant, et notamment sur la nature. D'ailleurs, il fait un temps magnifique. Le soleil est déjà très chaud, et dans 15 jours, les belles forêts seront déjà toutes vertes. Cela nous fait plaisir de retrouver de belles eaux et de grands bois après ces paysages mornes de l'Artois. Il parle des bombardements de façon assez lyrique. Sur tout le front, en demi-cercle, on voyait les fusées monter dans le ciel, puis se tenir dans l'air, immobiles comme un œil qui fouillerait les ténèbres. Vers le sud, elles étaient assez clairsemées, mais vers le nord, l'une n'attendait pas l'autre, et on aurait dit un feu d'artifice. Ce n'était qu'un éclair, et les coups de canon disparaissaient dans l'immense grondement qui venait de là-bas. On a tout de même le cœur serré lorsqu'on songe que des êtres humains sont dans un enfer pareil. Les fusées lumineuses montaient par une à la fois. Ce serait magnifique si ce n'était pas aussi terrible. Il parle des combats aériens. Un gros aéroplane Boche s'est avancé en ronflant pour franchir nos lignes. Les canons se sont mis à tirer dessus de tous les côtés. Il a bien reçu 500 coups de canon. Le ciel était rempli de flocons blancs et les culots d'obus descendaient de tous côtés en ronflant. Il ne s'est pas laissé troubler, il est passé quand même. Nous voyons alors un petit avion français sortir des nuages et foncer droit sur lui. Mais le Boche s'est mis de côté et il a commencé à tirer dessus avec sa mitrailleuse. Le petit Français est parti et le gros Boche a continué orgueilleusement sa ronde. Puis il est venu 2 Français, puis un autre Boche. À un moment donné, il y en avait une dizaine qui ronflaient dans le ciel. On aurait dit des mouches qui passaient à côté d'un gros bourdeau. Ces lettres sont parsemées d'anecdotes expliquant combien de fois il rencontre les gens du pays, les gars du pays comme il dit. Ce soir, j'ai vu Plazanet, cousin de Collonges, dont la compagnie vient d'être relevée des tranchées pour passer quelque temps à l'arrière. Il est toujours en bonne santé. Son frère est maintenant à Trépaille pour instruire les Bleus. Il y a un marabout du Puy d'Arnac que je vois ici tous les jours et qui est bien gentil. J'ai trouvé des gens du Puy d'Arnac, de Végène, de Branceil et de Quessac. J'ai trouvé Louis Louradour de la Béconne. Hier matin, j'ai passé un bon moment avec Albert, Étienne Soursac et Plazanet. Nous avons bu une bonne bouteille de mousseux ensemble et nous avons causé longuement, plus de la guerre peut-être que du pays. Il va de soi que dans ces lettres transpire évidemment son engagement religieux.
On sent même que sa fonction, sa mission de prêtre dépasse très très largement son rôle de brancardier. Ce matin encore, j'ai pu dire la messe dans la petite église du village où nous avons dormi quelques heures. Un grand aumônier, à la barbe hirsute et à la soutane retroussée jusqu'aux genoux, m'a prêté son calice et ses ornements. À Dauphine, j'ai dit la messe dans la remise d'une grande ferme. J'avais installé une table sur 3 chaises et, avec une nappe que m'a donnée la dame de la maison, j'ai recouvert le tout. Je n'ai eu guère qu'une dizaine d'assistants, et je me demande s'il faudra continuer. Je me demande à quoi cela tient. Je sais bien que beaucoup de soldats ne peuvent pas sortir parce que leurs habits ne sont pas encore secs. Mais je remarque qu'ils deviennent de plus en plus insouciants et indifférents. C'est à se demander s'il y aura quelque chose de changé après la guerre et si l'on doit compter sur un réveil religieux. Nous avons déjà trouvé dans les environs un abri susceptible de faire une chapelle et nous commençons à l'aménager pour que je puisse dire la messe la prochaine fois. Un certain nombre d'indifférents ont totalement changé de vue et ce sont peut-être les plus fervents. Tous sont devenus plus sympathiques à l'idée religieuse. Je vis au milieu de gens qui sont pour la plupart incroyants, et cependant je ne sens autour de moi que de la sympathie. Bien qu'il soit brancardier et non pas aumônier, l'exercice de son sacerdoce le met parfois dans l'embarras. Depuis notre retour, nous entendions parler de l'exécution de 2 soldats condamnés à mort, que l'exécution allait avoir lieu tout de suite et que l'un des 2 était pratiquant. Je pars aussitôt pour aller leur offrir les secours de mon ministère, et j'avoue que j'étais bien ému à la pensée de me présenter à eux. Je ne pouvais m'empêcher de désirer que ce fût terminé lorsque j'arriverais. Par bonheur, le conseil de guerre avait eu l'idée de faire appeler M. Bourdoux, le curé d'Aubazine, et il était déjà auprès des condamnés. Vous pensez si j'ai éprouvé un soulagement. Les troupes se formaient déjà en carré sur le bord de la route lorsque je suis passé, et l'exécution a eu lieu 1 heure après. Il paraît qu'ils étaient rentrés en retard de permission et qu'ils étaient restés au cantonnement de repos au lieu de monter aux tranchées. On trouve généralement que la peine est bien dure et on attribue cette sévérité au nouveau général de division. Ces jours-ci, notre général en chef a été dégommé. Il faut bien qu'il y ait quelque chose là-dessous. Seulement, on fait remarquer avec amertume que si un général commet une gaffe, on se contente de l'envoyer à Limoges, tandis que si un soldat a une défaillance, on lui met 12 balles dans la peau. Ce ministère des mourants est une chose bien pénible. Il faut confesser un homme en 2 temps et 3 mouvements au milieu d'un boyau, sous les yeux des autres brancardiers, et alors que tout le monde s'attache à le rassurer, lui apprendre brutalement qu'il va mourir. Il a été cité à l'ordre du régiment, il a été cité à l'ordre de l'armée, il a été décoré de la Croix de guerre. L'abbé Durand a été tué au front le 11 mars 1917, alors qu'un régiment était en très mauvaise posture. On a demandé des volontaires pour aller au front relever des blessés. Et tout de suite, il a voulu prendre la place d'un de ses camarades, père de famille, pour aller au front à sa place. Il y est allé et c'est là que Nobu l'a anéanti. Il n'a pas été inhumé dans un de ces innombrables cimetières militaires qui jalonnent la ligne de front. Il a été enterré dans un petit cimetière militaire à Laval-sur-Tourbe, non loin de la butte de Ménil où il a été abattu.
est important de signaler qu'une famille de la Val-sur-Tourbe, la famille Annetel-Minzan, a pris en charge la tombe de l'abbé Durand très pieusement et très fidèlement pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Nous partons, malgré tout, sans beaucoup de joie. Partir, c'est un peu mourir, dit le poète. Et pour où, nous, partons-nous? Encore une fois, à la garde de Dieu. Je vous embrasse affectueusement. Louis Durand, prêtre.